Passez un moment chaleureux sur France 2 avec Écotherme. Pour l'espoir, Zidane est là. Et surtout pour les enfants. Zidane est là, ce soir sur France 2. Bonjour, voici les résultats et rapports du samedi 18 mai. Au premier tirage d'hier soir, 2 joueurs ont trouvé les 6 bons numéros. Montant des gains au premier rang, 494 040 €. Au second tirage d'hier soir, 3 joueurs ont trouvé les 6 bons numéros. Montant des gains au premier rang, 709 058 €. Combinaison joker d'hier soir, 2, 813, 674. Retrouvez résultats et rapports sur le 3615 Loto. Ce que je vise, moins de rides, plus de fermeté avec Revitalift Action Profonde. Les nanosomes de Pro-Retinol A pénètrent en profondeur. En 4 semaines, Revitalift de L'Oréal réduit les rides et raffermit la peau. 75% d'efficacité fermeté. Objectif, attends. Revitalift de L'Oréal Plénitude. Parce que je le vois bien. Revitalift Action Profonde de L'Oréal, programme complet, jour, nuit, yeux. Peugeot 406, conçu pour coller à la route. Aujourd'hui, temps idéal pour passer de la lasure. Sec en 30 minutes, protège pour 6 ans, Xyla Décor, le bois l'adore. Soleil sur toute la France avec Plan Soleil et les installateurs Calisol. Exemple, votre eau chaude. Avec le chauffe-eau solaire, votre facture est divisée par 2. Vous respectez l'environnement et avec la prime chauffe-eau, en moyenne, 30% de votre installation est prise en charge. Renseignez-vous au 0800 310 311. Avec le chauffe-eau solaire, préservez votre argent, préservez votre planète. Pensez à vérifier votre clim une fois par an. Bilan climatisation Midas, 19 €. Oh la douleur, c'est moche. Un Advil, vite et fort contre la douleur. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Zizou est là pour cette association. C'est vrai que c'est impressionnant d'être en face d'un basketteur comme toi. Ce soir, autour de Zidane, les plus grandes stars de la chanson jouent les supporters du cœur pour les enfants. Citoyen, apprendre à rêver. La vie est un éternel recommencement. Ensuite, retrouvez à travers toute l'Europe Zizou et 44 autres champions du ballon rond sur le tournage de Love United, le clip de l'espoir de Pascal Obispo. C'est dans la boîte. J'ai chanté toute la nuit. I play for Love United. Zidane est là, présenté par Michel Drucker, suivi de Au cœur d'une équipe de rêve Love United. La fête va droit au but, ce soir sur France 2. Madame, monsieur, bonjour. Ça y est, ils vont partir. Ils sont en train d'embarquer. L'équipe de France de football décolle aujourd'hui pour le Japon où ils ont jusqu'au samedi 25 mai pour s'acclimater avant la Coupe du Monde. Ne manque ce matin à l'appel que Zinedine Zidane qui est resté auprès de sa femme et de son dernier né, le petit Théo. Manuel Tissier, Christian Gallet et Christian Leroux. Le temps des adieux. Il est 10 h dans le hall de l'hôtel. Les joueurs se séparent de leurs épouses, de leurs compagnes. Séance photo avant le grand départ. Fini l'intimité, les caméras et les curieux sont là. Cissé signe des autographes, mais les Bleus ont le visage fermé
ils ont pour consigne de ne rien dire. Ils sont dans leur bulle. La défaite d'hier soir n'encourage pas les sourires. Et puis le temps presse, direction l'aérogare. Cohue autour des comptoirs réservés. Quelques supporters sont venus saluer les champions. Ils étaient au Stade de France hier et ne sont pas venus les mains vides. Donc c'était un Jéroboam de champagne qu'on voulait offrir à l'équipe de France. Mais la sécurité nous a empêchés de leur donner alors que M. Marcel de Sailly voulait la prendre. Sur le sentier de la guerre, les Bleus ne sont pas tout seuls. À nous la victoire. Le vol Air France 292 attend désormais l'équipe de France pour un périple de 17 heures, direction l'île d'Ibuzuki au Japon. Zidane, lui, s'envolera mardi. Si tout va bien, le retour est prévu dans 1 mois et demi. Et hier soir au Stade de France pour la rencontre amicale avec la Belgique, les Bleus avaient déjà la tête ailleurs. Ils ont été battus 2-1 par les Diables Rouges. C'est la première défaite de l'année qui ne devrait pas pour autant entamer leur morale. Christophe Duchiron. C'était cocardier, un peu beaucoup peut-être pour un match amical, mais ça partait d'un bon sentiment quand même. C'était comme qui dirait la fête nationale du foot, un genre de 14 juillet avant l'heure de la Coupe du Monde. Et pour encourager les Bleus, les supporters reconnaissants et tout le stade étaient en bleu. Au moment de la Marseillaise, on tendit l'oreille à l'écoute du moindre début de sifflet qui aurait pu gâcher la fête. Mais non, une vraie belle Marseillaise, chantée sur un faux rythme peut-être, mais au final sans fausse note. À dire vrai pour la France, il y eut bien un regrettable coup de sifflet après 20 minutes de jeu quand l'arbitre accorda le but du Belge De Bock. Un but de l'arrière du crâne, et voilà les Belges qualifiés eux aussi pour la Coupe du Monde, qui mènent 1-0. 5 minutes avant le repos, les Bleus égalisent suite à une action à rebondissement. À la fin, le ballon s'en va au fond des filets belges grâce à la malheureuse contribution d'un défenseur rouge et grâce surtout à la volonté de Franck Leboeuf. Dans le public, c'est le Grand Bleu, et au tableau d'affichage, à la mi-temps, match nul 1 partout. En deuxième période, les supporters réalisent un match de haut niveau, ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France. Par malchance parfois. Djibril Cissé, le petit dernier, faux blond mais vrai talent, il a juste un magnifique coup de tête qui touche la barre transversale. Mais l'équipe de France va pêcher aussi par négligence. 90e minute de jeu, les Bleus la tête ailleurs, au Japon ou en Corée qui sait. Wilmots profite d'un coupable relâchement et donne la victoire aux Belges. Nous, on ne se fait pas trop de soucis par rapport à cette défaite. On la prend comme une preuve de plus qu'il va falloir vraiment s'arracher pour faire quelque chose de bien en Coupe du Monde. Après le match, au son des tambours asiatiques, il y eut encore cérémonie. Au milieu du chœur, en une subtile symbolique, les Bleus. Et les Bleus, ça les a peut-être rassurés de savoir que la patrie du ballon rond était derrière eux, surtout après un match sans gloire, surtout après une défaite. Arlette Laguillet et les militants de lutte ouvrière se retrouvent aujourd'hui à Presles, dans le Val d'Oise, pour leur fête annuelle. Ce sera l'occasion de lancer la campagne des législatives, où lutte ouvrière a décidé de présenter 560 candidats. Nathalie Moisan. J'additionne. Plus tu fais de points, plus tu as un capital important. Comme avec Vincent et Adrien. Les explications sur le capital à lutte ouvrière, c'est toujours un peu compliqué, même lorsqu'il s'agit d'un jeu. La fête annuelle cette année est concentrée sur une seule journée, élection oblige. Chantal vient ici depuis 22 ans. Après les 5,72% d'Arlette Laguillet au présidentiel, l'objectif maintenant, ce sont les législatives sans la LCR. La LCR, après le premier tour des présidentielles, a pris la directive alors que c'était qu'un référendum au deuxième tour pour aller contre le fascisme, a pris la directive d'appeler à voter Chirac. Même sans le dire ouvertement. On ne peut pas plébisciter un tel homme qui de toute façon ne fera jamais rien pour la classe ouvrière. Officiellement, le score d'Arlette Laguillet au présidentiel n'a déçu personne. Personne non plus dans les allées du château de Presles pour critiquer la stratégie de lutte ouvrière en solitaire aux législatives. Les 10% de l'extrême gauche au présidentiel, ça a été dit, quand bien même on s'est présenté séparément. Maintenant, je pense que c'est plus juste de pouvoir défendre des politiques différentes. C'est une richesse aussi, je pense. Je crois que l'important, c'est de défendre une certaine politique dans les élections. Et à partir du moment où on a des politiques différentes, c'est normal qu'on propose à nos électeurs de choisir plutôt l'une ou plutôt l'autre. Pendant que les musiciens répètent, Arlette Laguillet, elle enchaîne les interviews radio par téléphone. Elle présentera ses 560 candidats aux législatives cet après-midi. Les Français ne souhaitent pas revoir la cohabitation. Selon un sondage CSA, France 3, France Info publié aujourd'hui, 55% espèrent une majorité pour le président de la République. Ils sont 36% à vouloir au contraire une majorité de gauche à l'Assemblée nationale.
Prévu pour accueillir quelques centaines de réfugiés, le centre de Sangatte abrite aujourd'hui près de 1800 personnes dans des conditions évidemment difficiles et dans un climat de tension qui a conduit à des affrontements très vifs il y a 2 jours. Hier, une équipe de France 2 a pu pénétrer dans ce centre interdit aux journalistes avec une caméra cachée. L'objectif de tous ces réfugiés, clandestins pour la plupart, est de passer en Grande-Bretagne à travers le tunnel sous la Manche. Florence Bourquia. Sangatte est son centre d'hébergement. En 1999, la Croix-Rouge inaugure ce centre de transit pour demandeurs d'asile. Il doit accueillir 200 à 300 personnes. Aujourd'hui, près de 1400 étrangers s'y entassent, plutôt mal que bien. Mais les conditions de vie difficiles ne découragent pas ces Kurdes irakiens ou ces Afghans candidats à l'exil, car ils savent qu'une fois ici, 2 kilomètres seulement les séparent du terminal du tunnel sous la Manche. En octobre dernier, une équipe de France 2 suit de nuit 2 réfugiés de Sangatte qui tentent de gagner l'Angleterre. Aujourd'hui aussi, dimanche, il n'y a pas trop de train. On va essayer quand même. Nous n'avons pas la solution. Je suis là. Ceux-là n'ont pas réussi, mais ils retenteront bientôt leur chance. Comme eux, en 2001, près de 90 000 clandestins ont été arrêtés. Et depuis l'ouverture du centre, les bagarres, souvent entre Kurdes et Afghans, ont fait des dizaines de blessés, parfois graves, et un mort. Aux États-Unis, la Maison-Blanche redoute de nouvelles attaques terroristes. Les services de renseignement américains ont intercepté des messages entre membres d'Al-Qaïda selon lesquels des attentats de la même ampleur que ceux du 11 septembre pourraient se préparer. Des nouvelles craintes qui interviennent alors que l'administration Bush a reconnu cette semaine que la présidence avait reçu avant le 11 septembre des informations préoccupantes, ce qui suscite aux États-Unis une vive polémique. Agnès Varamian. Au courrier du matin, une lettre signée FBI, autrement dit service de renseignement. Nous sommes dans la ville de Concorde, en Californie. Le message est un avertissement. Des hommes d'Al-Qaïda pourraient louer aux États-Unis des appartements pour y déposer des explosifs. La population est donc mise en garde. Je pense qu'ils ont bien fait de le rendre public, de le faire savoir à tout le monde. Je pense que c'est terrible. Ils devraient nous dire ce qui va se passer, de quelle façon. Ces nouvelles menaces terroristes font la une depuis hier soir du sérieux New York Times. Le FBI aurait noté, selon le journal, un accroissement des communications entre les membres supposés d'Al-Qaïda. Le FBI reconnaît toutefois que les informations recueillies sont floues. Avertir la population, c'est aussi pour George Bush prendre les devants. La semaine dernière, la presse et une partie de son opinion lui reprochaient son inaction devant les menaces d'Al-Qaïda avant le 11 septembre. L'administration est mobilisée et toujours en guerre. Les Américains et leurs alliés ont lancé une nouvelle opération d'ampleur depuis jeudi dernier dans l'est de l'Afghanistan. Même si des spécialistes du renseignement suggèrent qu'Al-Qaïda a malgré tout été capable de se réorganiser. Indice supplémentaire sur un regain d'activité d'Al-Qaïda, le Sunday Times de Londres aujourd'hui indique qu'un de ses journalistes a visionné une cassette montrant Oussama Ben Laden, certes fatigué, mais discutant avec d'autres combattants. Ces images auraient été tournées il y a moins de 8 semaines. Oussama Ben Laden y menace tout pays allié d'Israël et vise particulièrement les États-Unis et le Royaume-Uni. Les 13 Palestiniens bannis par Israël après l'évacuation de la basilique de la Nativité à Bethléem vont trouver asile dans 6 pays de l'Union européenne. Ils seront répartis entre l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Irlande et la Belgique, a indiqué la présidence espagnole de l'Union européenne. Ils devraient quitter Chypre, qui les avait provisoirement accueillis, dans les jours qui viennent. On devrait savoir aujourd'hui si le voilier du défi français éperonné hier par un bateau de Greenpeace est sérieusement endommagé ou pas. Selon les organisateurs, le voilier en tout état de cause participera aux éliminatoires de la Coupe de l'Amérique qui débute le 1er octobre. Une plainte a été déposée contre les manifestants antinucléaires Olivier Sius et Gabriel Camilla. Le calme après la tempête. Le voilier du défi français est resté sur le quai ce matin, bâché. Sur les images fournies par l'équipe d'Areva, puisque nous n'avons pas été autorisés à filmer, on distingue une vague estafilade, ce qui n'empêche pas, dit-on ici, d'éventuels dégâts plus profonds. Dès que cette structure est atteinte, dès qu'elle est même déformée, mais de quelques millimètres, elle n'a plus son intégrité. Or, si elle n'a plus son intégrité, on a une structure qui peut lâcher, et à ce moment-là, quand on lâche à cet endroit, c'est le mât qui tombe, ou bien c'est un bateau qui se casse en deux. Bref, un petit choc peut provoquer un grand crack. Un petit choc en tout cas délibéré. On le voit sur ces images, même si depuis l'interpellation de ces militants, Greenpeace campe sur ses positions, un malheureux hasard.
un accrochage involontaire entre un Zodiac de Greenpeace et un Zodiac du défi Areva qui a malheureusement projeté notre propre Zodiac sur le bateau d'Areva. Bref, Areva et Greenpeace jouent désormais une partie de poker menteur, entre l'un qui parle de dégâts mais refuse de les montrer, et l'autre qui évoque une provocation mais censure soigneusement ses propres images, et ce n'est qu'un début. Tout autre style de voilier à Dinard en Ille-et-Vilaine, avec le 5e salon du bateau de caractère. L'occasion de découvrir avec Yann Jiquel ces vieilles coques qui ont résisté à bien des grains. Le chasseur, macrotier de Dinard, il finissait ses jours lamentablement échoués au fond d'une crique, promis à une mort certaine. La volonté farouche de quelques fêlés a suffi pour enrayer les outrages du temps. Membrure, étambot, boudoir, à la Richardet en Bretagne, une poignée de passionnés arrache ces mots de la toile d'araignée d'une grille de mots croisés. Et surtout, on va renforcer ça par nos fameuses varangues. Dans cet univers de courbes, de galbes, de précision et de rigueur, le charpentier de marine accompagne et guide avec bienveillance son fils. C'est pas comme si on faisait un escalier ou une fenêtre, hein. C'est pas pareil. Hein. Il y a des gens qui vont s'en servir après, donc il y a la sécurité aussi. Il faut que le bateau il soit étanche, faut pas que le bateau casse non plus dans le premier courant d'air. Hein. Aujourd'hui, la restauration, souvent, est plus difficile que de construire un bateau neuf. Mais le bateau, vu son histoire, c'est comme si on restaurait un tableau, exactement. Alors que si on fait une copie, ça n'a plus la même valeur. Celui-là navigue enfin. Les angoisses sont couvertes par le poc-poc rassurant du vieux moteur diesel. Chaque bateau a sa propre histoire et toutes vous parlent d'amour. C'est un bateau qui a du vécu qui est vivant, et qui est encore vivant. Ça, c'est important. Ça vibre, ça bouge, c'est vivant un bateau en bois. Au premier regard, je suis tombé amoureux, quoi. Même s'il était tout défraîchi et pas beau, je suis tombé amoureux de ses formes. Et j'ai été récompensé parce qu'en plus, c'est un fin voilier, il marche très très bien, quoi. À Dinard, depuis 5 ans, il se retrouve chaque année au salon du bateau de caractère. Et du caractère, il en a fallu pour vivre leur folie et arrêter l'oubli. Marguerite, la Noiraude, la Charlotte et ses copines vont recevoir la visite des écoliers de France. L'opération Fermes ouvertes est initiée par la FNSEA pour que les enfants découvrent la vraie vie des animaux. Reportage dans l'Eure, à Écoville, Laurence de Cherf et Guillaume Fautrat. Avec ces jeunes ruminants, certains élèves n'ont aucun secret. Tiens, celle-là, tu peux la caresser. Pour d'autres, en revanche, approcher ces créatures à 4 pattes semble beaucoup plus délicat. La ferme ne fait pas partie de leur univers. Pour ces jeunes citadins, cette sortie de classe est donc avant tout dépaysante. La blanche est née en juillet et ça s'échelonne jusqu'en février. Des paysans, justement, ils veulent tout connaître aujourd'hui. Les veaux, la traite des vaches, mais sans les vaches. Trop tard pour la traite du matin, trop tôt pour celle du soir. Mais qu'importe, les doigts feront office de mamelles pour la démonstration. Tu trouves que c'est un métier difficile? Oui. Pourquoi? Déjà, ça prend du temps, faut se lever tôt et tout. Alors, si t'aimes bien dormir... ouais. Convaincu, Benoît, lui, est prêt à franchir le pas et devenir agriculteur. T'es dans la campagne, t'es pas renfermé dans la ville, tout ça, quoi. C'est bien d'être dans une ferme. Pourquoi? Parce qu'on élève beaucoup d'animaux et puis j'aime bien les animaux. Les animaux, une attraction vivante de poids, de couleurs et d'odeurs. Qu'est-ce que ça a de particulier, les cochons? Ça pue. Ouais. Pour ces deux agriculteurs associés, ouvrir leurs portes, c'est jouer la transparence. Les idées préconçues, c'est les agriculteurs, ça pollue, que les vaches mangent maintenant n'importe quoi. À nous expliquer que notre métier, c'est aussi de bien travailler, de faire des choses propres. Le cours d'aujourd'hui vaut bien un petit effort final. Repartir à vélo comme ils sont venus. 10 km avec un porte-bagages chargé de réponses terre à terre. Toute la rédaction de France 2 rend hommage aujourd'hui à la mémoire de Alain Kropfinger, décédé hier à 51 ans, père de 2 enfants. Alain, ingénieur du son, avait couvert avec les équipes de reportage de France 2 de nombreux conflits en Afghanistan, au Rwanda ou au Kosovo. France 2 s'associe à la douleur et au deuil de sa famille.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, j'ai rendez-vous avec vous. Vous rejoindrez Rachid Arab à Cannes. 18h12, Stade 2 avec une plongée au cœur des Bleus. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h. Très bon après-midi à tous. Au revoir. Bonjour, sécurité, fiscalité, célébrité, ce pourrait être la devise de ce 29e numéro de J'ai rendez-vous avec vous, réalisé en direct dans le décor naturel du Festival de cinéma de Cannes. Sécurité et fiscalité, nous entendrons en direct vos réflexions sur les premières décisions du gouvernement Raffarin en la matière. Célébrité, nous croiserons peut-être sur la croisette quelques stars, mais les véritables vedettes de cette émission, c'est vous, la preuve en générique. J'ai rendez-vous avec vous en direct de Cannes, au milieu de la foule qui guette le passage des vedettes. Ici, l'actualité, vous allez le voir, elle est dans la rue. Et c'est vous qui allez la commenter, vous qui nous avez appelé toute la semaine au 0892 68 17 25. Actualité encore fortement dominée par la politique, avec un thème incontournable dans cette ville de Cannes, dans cette région de la Côte d'Azur, où le Front National a réalisé des scores impressionnants, plus de 30% par exemple ici à Cannes. Et un premier invité en direct, Jacques, qui vient en voisin de Nice, oui, et qui dans son message nous a dit, bonjour Jacques, qui nous a dit arrêtez votre cinéma sur Le Pen. C'est-à-dire, Jacques, expliquez-moi. Je crois que les Français, notamment de la Côte d'Azur, je crois qu'ils étaient en avance sur les élections parce qu'ils étaient déjà en plein cinéma. Oui. Alors je ne pense pas que ce soit quand même un danger imminent et même pour plus tard. Je crois pas un danger le Front National d'après vous. Hein. Vous venez d'une ville où M. Perrat, qui est le maire, est un ancien du Front National qui est au RPR. D'ailleurs, vous êtes vous-même au RPR, je crois, aujourd'hui. Et vous pensez qu'il y a une vraie différence entre le RPR et l'extrême droite dans la Côte d'Azur? Oui, absolument. Quelle différence? Absolument. Je pense que M. Jacques Perrat est quand même un garçon fantastique et qui maîtrise très bien la situation et qu'il n'y a aucun problème et aucun danger pour que éventuellement le Front National prenne place un jour. Est-ce que vous, Jacques, vous comprenez les électeurs du Front National? Ben écoutez, il y a des petits trucs qui méritent d'être un petit peu analysés, mais enfin, bon... Par exemple, petit truc? Notamment sur l'immigration, vous savez, l'immigration, ça ne veut pas dire automatiquement racisme, donc je pense que l'immigration, on peut la maîtriser, on peut la canaliser afin de pouvoir accepter des gens dans des trucs beaucoup plus humains, beaucoup plus... Jacques, est avec nous également Claude, qui vient en voisin du département du Var, hein, du Lavandou, où le Front National là aussi a réalisé des scores impressionnants, mais qui vous ont impressionné au mauvais sens du terme, Claude. Hein. Comment vous avez réagi? Vous avez peur, vous, avec le micro? Moi, je suis un enseignant à la retraite. Au Lavandou, je connais beaucoup de retraités enseignants comme moi. Je les ai connus votant à gauche. Et petit à petit, par exemple, à la suite de cambriolages multiples, de fractures de portes, de dégâts, eh bien... Ça suffit, ça, vous pensez, pour faire changer un vote? Ça suffit, progressivement. Jacques, oui. Non, je ne suis pas d'accord avec lui, absolument pas. Ce ne sont pas des agissements où on peut craindre ou faire craindre que la montée du Front National. Je pense qu'il y a une autre importance beaucoup plus forte que celle-ci. Claude Moi, je pense que le discours lepéniste qui a répété, ce sont les Maghrébins, ce sont les Algériens qui nous foutent tous dans la merde, ils nous mangent notre pain, s'il y a du chômage, du chômage, c'est de leur faute, ils mangent notre travail, alors que c'est sous Giscard d'Estaing qu'on en a fait venir 2 millions. Dites-le à Jacques, essayez de le convaincre, parlez-vous. Non, là, d'après moi, vous ne convaincrez personne, parce que je pense que, justement, vous dites les cambriolages, malheureusement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut canaliser l'immigration. C'est parce que, justement, le gouvernement, et j'espère que notre nouveau gouvernement saura maîtriser la situation, je pense qu'on peut accepter
arrêter des gens, mais dans des conditions justement... Conclusion de Claude. Oui, ben moi j'ai été cambriolé une fois et il s'est avéré par la suite dans Var Matin que les cambrioleurs n'étaient pas des Maghrébins, c'était des bandes mafieuses qui venaient de Toulon et d'Italie. Et moi, ça ne m'a pas fait changer d'avis. Je suis resté à gauche et je voterai toujours Très bien. Merci, messieurs. Merci d'avoir accepté de discuter tranquillement dans J'ai rendez-vous avec vous. Parmi vos très nombreux appels cette semaine au 0800 92 68 17 25, encore beaucoup d'appels de réaction au poids de l'extrême droite, avec quelques appels de téléspectateurs nous reprochant de ne pas donner la parole aux électeurs du Front National. Petite précision à ce propos, toutes les personnes qui ont eu cette réaction, à qui nous avons proposé de venir débattre en direct, ont décliné l'invitation. Je tenais à le dire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour la première fois dans les témoignages enregistrés que vous allez entendre dans un instant sur ce thème, pour la première fois, nous acceptons de passer un témoignage anonyme. J'aurais tendance à dire que c'est la première et la dernière fois. Écoutez donc l'ensemble de ces témoignages recueillis au téléphone cette semaine à propos du poids de Jean-Marie Le Pen en France et dans le Sud. Les médias, les journaux, mais c'est ignoble, tout ce qu'on a pu montrer à l'encontre de M. Le Pen. On a bourré le crâne aux gens en leur faisant peur, mais c'est faux, le fascisme, le racisme, il ne se trouve pas là. On n'est plus maître chez nous, on n'est plus rien dans notre pays. C'est révoltant quand même, quand on voit que Chirac, il se fâche parce que les Corses sifflent la Marseillaise et puis qu'il se fâche pas quand les Maghrébins lui crachent au visage et puis qu'il siffle la Marseillaise. Et ben nous, on veut pas de ça, on va réagir contre ça. Le Pen est bien quelqu'un de sectaire, il n'a aucune ouverture, si vous voulez, sur le monde extérieur, ni en fait sur les cultures. Et croyez-moi, cet homme est dangereux. J'en ai marre de subir une intox médiatique. C'est indigne d'une démocratie comme la France. En fait, vous tendez la perche à tous ces gens qui s'expriment. C'est une propagande honteuse à l'encontre du Front National et pour lequel je vote volontiers. Le Front National est un frein même à l'évolution de la France et des Français. Ils exploitent juste le désespoir de certaines personnes oisives, sans emploi. L'extrême droite est là. Et il sera toujours là tant qu'on n'aura pas exécuté ce que les gens veulent. La sécurité, l'extrême droite, on n'est pas à négliger, il faut faire très attention. C'est ce que je voulais dire au gouvernement actuel. J'ai rendez-vous avec vous, toujours en direct de Cannes, suite du débat en direct avec deux téléspectateurs qui nous ont appelé cette semaine au 0892 68 17 25, avec tout d'abord Chantal. Vous habitez Nice et vous nous avez alerté parce que vous nous avez dit ma fille de 11 ans parle de politique à l'école et elle a peur de ce qu'elle entend. Vous pouvez me dire ce qu'elle entend ? Bon, mais elle entend d'abord des choses qui, à mon avis, ne sont pas réservées à des enfants de 11 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle entend ? Bon, style, mon père, il a voté Le Pen, mon père, il a... Bon, moi, je voudrais tout de suite être direct, dire assez la violence, les enfants, l'insécurité. D'abord, elle m'a dit très justement, insécurité, insécurité. Insécurité, c'est du féminin, on dit la sécurité. Et moi, je voudrais parler au nom de tous les enfants, je voudrais surtout que ce soit la sécurité en premier. Qu'on arrête de nous mettre cette connotation de... Vous avez l'impression qu'il faut tenir les enfants à l'écart des discussions politiques. La semaine dernière à l'Assemblée nationale, nous les avons entendus, ils ont des choses à dire. Alors absolument pas à l'écart, parce que justement dans l'hémicycle, un petit garçon de 11 ans s'est levé en disant « Monsieur le ministre de l'Éducation, nous allons rentrer en 6e, on a peur du racket ». Peur des jeux dangereux, foulards et autres, peur des grands. Est-ce que vous pouvez nous sécuriser ? Bon, la réponse a été très évasive, parce que qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? On ne peut pas répondre actuellement, on entend insécurité, insécurité, la violence et tout. Je crois qu'il faut répondre aux enfants, il faut les mettre au courant, mais il faut surtout leur dire qu'il y a dans la vie tellement d'autres choses, et puis qu'ils continuent, comme nous, quand on était jeunes, à avoir peur du loup. Il y a avec nous Joachim, qui est étudiant en droit à Nice, vous avez 19 ans, et vous avez une particularité, Joachim, vous êtes royaliste. Alors en ces temps où tout le monde veut défendre la République, ça veut dire que vous êtes contre la République. Vous savez, je ne suis pas contre la République. Je crois que la République s'est cassée la figure depuis bien longtemps. On n'a pas eu besoin des élections présidentielles pour s'apercevoir de cela. La République s'effondre aujourd'hui complètement. Elle nous montre chaque jour un peu plus ses incohérences et surtout son incapacité à diriger un pays dans l'harmonie sociale et politique. Et devant cet
l'effondrement de la République, beaucoup de Français sont en attente de quelque chose de nouveau, de quelque chose de neuf, de quelque chose qui sera meilleur. Vous croyez que ça peut être le royalisme? Et cette chose, moi j'en suis convaincu, ça peut être la royauté. Chantal, vous y croyez, vous? Je suis pas très convaincue, non, sûrement pas. En tous les cas, ce ne sont pas mes idées, donc je vais pas... Mais... On dit beaucoup, Joachim, hein, que l'extrême droite et les royalistes sont assez proches. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est absolument pas vrai. Il y a effectivement certaines idées communes, certaines, je ne dirais pas valeurs, mais oui, certaines idées sont assez proches. Mais les partis d'extrême droite, et notamment le Front National, sont des partis qui œuvrent dans le cadre de la République. Ce sont des partis républicains. Nous, en tant que royalistes, nous voulons justement mettre le doigt sur les incohérences du système républicain et leur dire qu'il y a une alternative à la République défaillante, c'est la royauté. Merci. Je voudrais dire une dernière chose, Rachid, simplement. Je sais que beaucoup de Français riront peut-être de ce que je viens de dire aujourd'hui. Je voudrais simplement leur dire qu'il y a encore beaucoup de royalistes en France. Il y a même un mouvement, l'Alliance Royale, qui présentera une liste aux européennes de 2004. Très bien, mais personne ne rit de ce que vous dites, Joachim. C'est pour ça qu'on a accepté que vous veniez dans cette émission. Dans un instant, on entendra d'autres appels qui ont été enregistrés cette semaine au 0892 68 17 25 et qui, vous le verrez, à leur façon, interpellent le gouvernement sur les premières décisions qu'il a prises, aussi bien en matière de sécurité que de fiscalité. Pour l'instant, dans ce décor naturel qu'est le Festival de Cannes, près d'une magnifique piscine bleue, je vous propose de rencontrer deux téléspectateurs de cette émission. J'ai rendez-vous avec vous, qui ont fait un bon chemin pour venir nous voir. Il y a tout d'abord Nadia, qui vient de Cavaillon dans le Vaucluse, un beau chemin parcouru pour venir, et Sauber, à qui on va donner un micro dans un instant. Ne vous inquiétez pas, vous venez d'un peu moins loin, de Toulon. Nadia, votre message nous a intéressé cette semaine. Vous êtes infirmière donc, et vous aviez envie de réagir aux premières annonces en matière de sécurité de M. Sarkozy dans les banlieues. Comment réagissez-vous? Oui, il est vrai que les nouvelles annonces qu'a fait Sarkozy, je ne pense pas que ça soit une solution. On ne résout pas le Qu'est-ce qui vous a choqué, notamment les armes nouvelles? Les nouvelles armes. Alors moi, je considère ça de la répression. Et encore, il faut de la répression, non? Vous ne croyez pas? Oui, mais pas dans ce sens-là. Je pense qu'on devrait d'abord faire former les gendarmes et les policiers à une approche de la population, à être plus proche et à mieux comprendre le malaise qu'il y a chez les jeunes. Sauveur, vous venez de Toulon, vous êtes patron d'une PME à côté de Toulon. Vous dites qu'il n'y a pas plus d'insécurité en France, mais je pense qu'il faut sincèrement arrêter. Il faut arrêter de prendre les électeurs pour des pingouins. Il faut être sincère avec nous. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'arrêter et d'être sincère. Alors, en 1830, il y avait plus de criminologie qu'aujourd'hui. Et c'est pas pour autant, aujourd'hui la population a augmenté. Il faut arrêter de dire ça. Il y a des gros thèmes à aborder comme le chômage, comme la retraite. Donc c'est ces points-là que le gouvernement n'a pas voulu aborder. Vous dites surtout que la loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée. C'est ça qui vous choque. Ne fondons pas encore des lois, ne faisons pas encore des ministères pour retraiter ce problème-là. La loi n'est pas appliquée. Donnons les moyens aux juges et aux procureurs pour appliquer cette loi. Arrêtez de balader le peuple. Vous semblez d'accord sur ce point-là, mais comment vous réagissez quand vous voyez autant de ministres dans la rue à ce moment? Vous, Nadia, vous trouvez que c'est plutôt bien parce que les socialistes ne l'ont pas fait, vous dites? C'est bien, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a les échéances électorales. Donc on voit ces ministres qui se pavanent dans les rues, mais ils devraient le faire tout le temps, de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus proches de la population et des problèmes réels qu'il y a dans les cités. Comment vous réagissez au fait, par exemple, que le président de la République a pris lui-même directement en main les problèmes de sécurité? Tout à fait. Il aurait fallu qu'il le prenne lorsqu'il était Premier ministre, il y a bien longtemps déjà, et quand il était président aussi. Donc, mais je lui dis, il faut y aller. Par contre, il y a quand même un point qu'il faut soulever. Nos ministres dans le métro, nos ministres dans les commissariats, vous croyez que c'est ça qui va enlever la sécurité? Si c'est vraiment ça, j'y crois pas du tout. Et je crois que personne n'y croit vraiment. Un dernier mot avec Nadia, il y a eu la nomination d'une secrétaire d'État chargée du commerce équitable qui s'appelle Toka Saifi, qui est issue de l'immigration. Ça vous fait plaisir à vous? Moi, ça me fait plaisir. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il ait fallu attendre autant de temps pour en arriver là. Parce que comme modèle d'intégration, ça me gêne un petit peu. On est citoyen français à part entière, on paye nos impôts. Un dernier mot de Sauber, vous qui êtes né aussi en Algérie, quand vous voyez Toka Saifi ministre, vous réagissez comment? Oui, j'espère simplement que c'est pas de la poudre au jeu, que c'est pas une pancarte électorale. Merci à tous les deux d'être venus nous dire dans J'ai rendez-vous avec vous. En direct de Cannes toujours. Et vous, comment jugez-vous l'action du nouveau gouvernement, des nouveaux dirigeants? C'est la question que Florence Le Gall, Anne Grigny ont posée tout au long de la semaine au 0892 68 17 25. Voici vos réactions recueillies par Christophe Appiou qui les a mises en image. Le tout au moment où je descends cet escalier qui représente
toutes les palmes d'or du Festival de Cannes, dont nous parlerons dans un instant. Après les présidentielles, on se retrouve avec une insécurité. Monsieur Sarkozy, j'aimerais savoir si vous comptez les regarder encore faire longtemps avec les droits que vous avez de force publique. Est-ce que vous avez la solution de pouvoir créer des stratégies afin que ça puisse s'arrêter? C'est pas compliqué quand même. L'économie parallèle dans les cités, évidemment que c'est pas quelque chose que l'on peut soutenir, mais je crois que de l'autre côté, faire des descentes, ça va calmer le Pékin moyen, ça va calmer le rural, ça fait encore des opérations chic, choc et médiatiques, oui, mais en amont, est-ce qu'on a réellement réfléchi, listé tout ce qui pouvait expliquer une délinquance? Je veux vous dire, Monsieur le Président, et à vous aussi, Monsieur le Premier ministre, que ces résultats ne vous autorisent pas à mener cette politique sécuritaire à outrance en envoyant vos ministres sur le terrain à grand renfort de caméras. Ces manœuvres purement électoralistes se retourneront contre vous. Sur la sécurité, eh bien, je dirais que je n'attendais que cela. Il était temps que des réactions existent au niveau gouvernemental, et je pense qu'après tout, la couleur bleue, si elle a au moins l'avantage de faire en sorte que les Français respectent la loi, le minimum, la loi, eh bien, je pense que tout le monde en sera fort heureux. C'est une France républicaine et bigarrée qui a élu M. Chirac président de la République, que M. Sarkozy, avec M. Devedjian, veulent habiller en bleu. J'ai l'impression qu'à ces 82% des voix qui vous ont élu, vous répondez par 100% de sécuritaires. Monsieur le Premier ministre, je ne sais pas du tout comment vous allez mettre en place toutes les mesures que vous proposez. Aucun policier, aucun gendarme ne pourra jamais lutter contre ça. C'est aussi aux gens de se responsabiliser et de ne pas attendre que vous fassiez quelque chose fondamentalement. J'ai rendez-vous avec vous, toujours en direct de Cannes, avec d'autres réactions aux annonces du gouvernement, notamment en matière de fiscalité. Ça a déclenché énormément d'appels au 0892 68 17 25, notamment les appels de Gisèle et de Charles. Gisèle, vous êtes retraitée, je crois, à Nice, hein, je ne me trompe pas, ou à Cannes? Roquebrune, Cap-Martin. Roquebrune, pas loin d'ici. Vous vivez avec une retraite de combien? 5019 francs, très important les 19 Quand vous francs. apprenez que les impôts sur le revenu vont diminuer de 5%, vous réagissez comment? Moi, personnellement, je ne réagis pas puisque je n'en paye pas avec cette si modeste retraite. Donc vous ne ferez pas d'autres économies avec cette mesure? Je ne ferai pas d'économie. Par contre, j'apprécierais que pour les gens qui ne payent pas d'impôts, il y ait, disons, une petite rallonge. Oui. Non pas pour que la ça soit- retraite, par exemple. Pour la retraite, que ça ne Ouais. soit pas du négatif, mais que ça soit du positif. Dans votre message, ce qui nous a intéressé aussi, c'est que vous disiez Monsieur Raffarin veut s'adresser à la France d'en bas. C'est moi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Monsieur Eh Raffarin? bien, j'ai envie de lui dire que la France est vraiment coupée en deux et qu'il ferait bien de s'occuper peut-être des 10 ou des 15 millions de Français qui vivent, qui sont dans un état de relative précarité financière ou de précarité financière tout court, dont on ne parle jamais, ni à gauche ni à droite, et qu'il fasse quelque chose pour eux, il rétablisse un dialogue. Très bien, on va essayer. Nous, on essaie dans cette émission. Il y a avec Ben, nous je vous en également remercie. Charles, qui est facteur à Marseille. Vous n'êtes pas venu à vélo, j'espère? Non, non. Alors, plus sérieusement, quand vous apprenez que les impôts vont diminuer à partir de septembre prochain, c'est une bonne nouvelle? Ça peut être une bonne nouvelle, mais en fait, je trouve quand même que la mesure est injuste. Je parle quand même de la baisse globale des impôts de 33%. Hein. Parce que d'abord, il y a 50% des Français qui ne paient pas d'impôts. Déjà, comme madame. Gisèle en est un exemple. Voilà. Et dans les 50 autres pourcents, la baisse unitaire, uniforme, disons, hein, qui va être applicable, elle sera applicable aux très gros, aux gros et aux petits contribuables. Alors, non seulement c'est injuste, mais en plus c'est tout à fait inégalitaire. J'ai l'impression, en vous écoutant, c'est quand même un peu difficile de gouverner la France. Alors, on fait des promesses pendant les périodes électorales, on dit on va baisser les impôts, et quand on le fait, on n'est pas content. Je me fais un peu le porte-parole du diable, là. Non, mais il y a peut-être des propositions, affiner les propositions qui ont été faites par le gouvernement. Je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Gisèle? Oui, je pense aussi, et je pense qu'il est un point sur lequel tous les gouvernements devraient se pencher, c'est la disparition de l'humain dans la façon de gouverner. J'ai une autre question à vous poser, Oui. Gisèle. On est ici à Cannes, dans Oui. le cadre du Festival sûr. du cinéma. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans la réalité ou au cinéma? Si je regarde autour de moi, je dirais au cinéma, mais peut-être qu'on est quand même dans la réalité, puisque tous les gens y viennent. Donc Ouais. c'est Charles, une vous réalité. qui avez comme leitmotiv de vouloir défendre le service public dans votre métier de facteur, vous vous sentez dans la réalité ici à Cannes? Oh, vous savez, la réalité, c'est le cinéma de la vie.
Merci beaucoup d'être venu le dire dans ce J'ai rendez-vous avec vous en direct de Cannes qui va bientôt se terminer. Alors je vous ai dit qu'on allait peut-être croiser les stars. Ben non, on n'en a pas trouvé. En revanche, j'ai croisé tout à l'heure un producteur de cinéma qui en plus est téléspectateur de J'ai rendez-vous avec vous. Il se prénomme Boujema, il est patron d'une société qui s'appelle Novo Ciné, qui est partenaire du festival. Même question, est-ce que vous avez l'impression, Boujema, que le festival de Cannes est coupé de la réalité? Notamment, on a évoqué la possibilité d'un boycott par un certain nombre de cinéastes américains. Est-ce que vous avez l'impression d'être loin du monde ici? Non, Rachid, on n'est pas loin du monde dans la mesure où effectivement vous avez parlé du boycott du cinéma américain, mais il y a eu également des rumeurs de boycott par rapport à l'extrême droite également. Donc, certains ont pensé qu'il fallait ne plus faire le festival de Cannes à cause des résultats. Ne pas venir. Donc, quel est votre avis? Moi, je pense qu'au contraire, il faut être présent, et je pense que la mission du festival a été toujours d'être ouverte sur le monde au niveau des cinématographies et des invités, et que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette programmation l'a prévu. Donc, je pense que ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, y compris ces rumeurs de boycott n'ont pas été suivies, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir Woody Allen et également les studios DreamWorks qui étaient présents pour leur film Spirit. Voilà. Très bien, merci Boujema de ce témoignage en direct dans J'ai rendez-vous avec vous. Vous restez jusqu'à la fin du festival? Jusqu'au 26, pour le travail et pour le plaisir. Et donc je vous souhaite bonne chance, Rachid. J'aime beaucoup votre émission. C'est très gentil de le dire. C'est la fin de ce 29e numéro de J'ai rendez-vous avec vous. Et d'ailleurs, puisque vous dites du bien de cette émission, sachez que la semaine dernière, nous étions plus de 3 millions réunis à partir de 13h15 sur France 2. C'est un record d'audience. Nous tenions à vous en remercier, à vous dire que pour l'équipe de J'ai rendez-vous avec vous, c'est un encouragement à continuer cette émission si particulière, tellement imitée en ces temps de période électorale, cette émission en direct dans la rue qui ne demande qu'à vous entendre. Je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à la prochaine émission, 0892 68 17 25. Au passage, notez également nos adresses pour nous écrire. J'adore lire vos lettres. L'adresse postale, tout d'abord, 7 Esplanade Henri de France dans le 15e arrondissement. L'adresse internet pour les plus branchés, france2.fr, avec un intérêt particulier, c'est que sur le site de France 2, cette émission est immédiatement rediffusée et vous pouvez y apporter vos commentaires quasiment en direct. Ces commentaires nous intéressent au plus haut point. Je vous signale pour terminer que Michel Drucker recevra dans un instant Patricia Cass. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 13h15. Il y a des gens autour de moi qui apprécient le fait que ce soit Patricia Cass. Les techniciens de J'ai rendez-vous avec vous qui vous souhaitent un excellent après-midi sur France 2. À dimanche prochain, 13h15. Rachid Aram, dans un instant vivement dimanche, Patricia Cass, entourée de toute l'équipe du film de Claude Lelouch, And Now, Ladies and Gentlemen, avec Thierry Lhermitte, avec Jean-Marie Bigard, Titi Olgado, Fred Amidou, entre autres, à tout de suite. Une profiterole, une. 42% des Français ont les dents sensibles au chaud et au froid. Votre profiterole. Cela signifie que pour certains, votre œuf dur, c'est un frein à la consommation. Sensodine soulage les dents sensibles. Révolution des professionnels Schwarzkopf. Vision, la première coloration technique Prépacolor. Elle prépare vos cheveux avant la couleur. Résultat, une couleur parfaitement régulière des racines aux pointes. Exclusivité mondiale. Vision de Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. Télécommande de puissance. Puissance record. Siemens. Sac extra large. 4 accessoires en un. Gina Power, l'aspirateur Siemens. Quand l'intelligence fait l'enthousiasme. La Pentecôte, c'est plutôt la saison du veau. Une autre solution existe. En douceur, Audispray nettoie vos oreilles et élimine les corps gras. Audispray, l'hygiène de l'oreille en douceur. Alors, Daniel, on a bien tout ce qu'il faut? Oui, tout est là-dedans.